à tous et bienvenue sur Mandarin TV. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Rémi Aron, artiste peintre, président de l'Association française des arts plastiques, chevalier des arts et des lettres et membre chercheur de l'Académie nationale de peinture de Chine. Avec nous également Thierry Liu, commissaire d'exposition à la Galerie Francis Barlier. Ensemble, nous allons parler de l'exposition de peinture à Pékin de Rémi Aron et de sa carrière de peintre. Nous allons aussi voir avec lui et avec Thierry Liu comment ils ont contribué à promouvoir les échanges entre la France et la Chine dans le domaine de la peinture. Bonjour à vous deux. Bonjour Camille. Bonjour Camille. Merci d'être avec nous. Pour commencer, j'aimerais bien savoir comment ça se passe l'exposition de peinture, de votre peinture, à la galerie ici-bas à Pékin, parce que en ce moment, ils exposent vos œuvres. Qu'est-ce qui les caractérise alors? Cette exposition à la galerie ici-là-bas, chez Mimi Ding, ou Ding Mimi, comme vous voulez, la galeriste qui est maintenant une amie, avait prévu cette exposition depuis l'année dernière, parce que j'ai fait une première grande exposition dans cette galerie au 798 l'année dernière. Et puis cette exposition était prévue déjà depuis de nombreux mois, et au moment de son ouverture, il y a un mois à peu près, il a été décidé de la faire malgré tout, malgré le confinement, malgré les difficultés sanitaires. Et la galerie d'ici là-bas, la galerie de Mimi Ding, est une des premières galeries qui a réouvert après le confinement. Et c'était une belle opération pour montrer que l'art durait, que la peinture pouvait subsister malgré cette crise sanitaire et que la vitalité de la culture à Pékin était toujours aussi animée et enthousiaste. Alors, bien entendu, il y a eu moins de monde et moins de visiteurs que l'année dernière, puisque l'année dernière, la galerie de Mimi reçoit quelquefois 2000 visiteurs par jour. 2000 par jour, c'est un record. Quelquefois, ça c'est un record. Et ce quartier du 798 est un quartier culturel tellement animé de public jeune, enthousiaste, attentif à la peinture, qui passe d'une galerie à l'autre. Quand on est à Pékin et quand on est en Chine, et moi qui connais un peu la Chine maintenant depuis bien des années, ça fait chaud au cœur, quoi. Ça fait du plaisir de voir que le public est présent dans ces galeries. Cette année, bien entendu, avec toutes les restrictions sanitaires, il y a eu un peu moins de monde, mais la galerie était fréquentée. J'ai reçu des photos régulièrement. Il y avait toujours une dizaine, une vingtaine de personnes en permanence dans la galerie. Donc la Chine continue, l'art en Chine se poursuit. Et il y a toujours cet enthousiasme pour la création contemporaine. Est-ce que vous pouvez revenir sur vos tableaux alors? C'est ça qui nous intéresse, c'est ça qui intéresse nos téléspectateurs en fait. Alors cette année, Mimi a souhaité présenter un panorama de ce que j'ai fait, de longue date même, des tableaux plus anciens, différentes périodes de mon travail. Et finalement, ça a été très utile pour moi parce que j'ai compris que malgré l'impression de rupture, de différence, malgré l'impression d'approche quelquefois qui semble de l'extérieur des expressions différentes, ont un fil conducteur assez fort. Et c'est quoi ce fil conducteur? Un fil conducteur que j'ai vraiment ressenti et ça m'a permis, tout en n'ayant pas pu aller à Pékin, puisque à ce moment-là les voyages n'étaient pas possibles, ça m'a permis de comprendre que ma recherche depuis 50 ans, même plus de 50 ans, était finalement assez la même, et qu'elle pouvait avoir un fil conducteur dont je pourrais parler tout à l'heure si vous voulez. Oui, bien sûr. Alors les œuvres, combien?
Oh, il y avait pas mal de travaux, il y Ouais. avait 30, 40, enfin au moins oui. peintures, dont certaines faisaient partie de, je pourrais presque dire, de mon travail le plus expérimental, c'est-à-dire le travail d'aujourd'hui, que je vais présenter bientôt à la Galerie Barlier, dans la galerie dont s'occupe Thierry, Liot, mon ouais. ami et voisin. Ouais. Voilà, donc il y avait des choses très claires, comme ça a été ma période dans les années 90, puis des ateliers, des natures mortes, Ouais. et beaucoup de compositions assez colorées qui dépassent la réalité formelle du réel. Et donc j'ai pu comprendre que depuis plus de 50 ans et 50 ans, j'avais toujours essayé de réfléchir, de comprendre par mon expression l'espace du tableau, l'espace du tableau, l'espace de la peinture. Et c'est pour ça que je suis content. Et d'ailleurs, ces dernières expositions en Chine, parce que j'ai fait aussi une grande exposition l'année dernière, j'ai pu comprendre que quelquefois, la relation entre la pratique de ce que l'on fait dans l'immédiat, de sa vie immédiate, et le public peut avoir des différences de temporalité. J'ai découvert que certains étaient très intéressés par des tableaux qui avaient presque 15 ou 20 ans. Et que ces tableaux qui me paraissaient très difficiles à vendre à l'époque, à intéresser, parce que la vente de tableaux, je considère que c'est à chaque fois un peu un miracle, hein, parce que, vous savez, quand on choisit la peinture, c'est comme si on avait choisi la poésie. Il n'y a pas de marché de la poésie. Quand on peint parce qu'on a des nécessités intérieures, on a besoin de peindre, comme ça a été mon cas dès l'adolescence. Mais on va y revenir. Le marché de la peinture, c'est tout à fait autre chose, c'est un miracle. Déjà, il faut avoir la rencontre, quelquefois, ce qui n'est pas obligatoire, parce qu'on ne peint pas pour quelque chose, on peint d'abord par nécessité intérieure, dans les limites du format. On reparlera certainement du format. À un certain moment, on ne peut pas faire autrement que de mettre de la couleur, de la matière sur une surface délimitée, et que cette aventure-là, c'est celle de votre respiration, et c'est celle de votre respiration au monde. Donc, je disais que des productions que j'ai pu faire il y a 20 ans, 25 ans, ont trouvé des échos aujourd'hui. À l'époque, elles me paraissaient très difficiles à vendre, des toiles assez sombres, assez intériorisées, à une lumière assez difficile. Et bien, elles ont trouvé des amateurs et des amateurs de peinture qui les ont aimées aujourd'hui. Donc, il faut savoir que dans la peinture, si vous voulez, un artisan d'art, un dessinateur de design, il est obligé de produire des choses pour le temps, parce qu'il produit en fonction du marché, en fonction de la communication immédiate avec les autres. Donc il est obligé de produire en relation avec le marché. Un artiste, et heureusement, c'est son seul domaine de liberté, parce que l'art n'est pas une liberté. L'artiste est libre, en tout cas, par rapport au commerce. Il est libre par rapport à lui-même. Et c'est pour ça que mon maître, d'ailleurs, Roger Plein, dont j'ai évoqué le nom avec Thierry il n'y a pas longtemps, disait, quand vous voulez faire de la peinture, il faut que vous ayez un autre travail. Un autre travail, ou alors que vous soyez professeur, ou alors à la limite que votre femme ou que votre mari ait beaucoup d'argent. C'est la seule solution pour être libre. Parce que la première chose, c'est de ne pas être contraint de fabriquer des choses semblables pour plaire à un public ou même pour plaire aux galeristes. Parce qu'il m'est arrivé de faire quelquefois plusieurs expositions
dans la même galerie. Mais j'ai toujours remarqué que le marchand vend un produit. Et donc il veut, à moins, ça n'est pas le cas des grands marchands comme Canneveller et tous les autres qui ont défendu Picasso et les autres, mais généralement le marchand qui a besoin de rentabiliser sa galerie a besoin d'un produit fini. Il a besoin que le peintre fasse la même chose tout le temps et son style. C'est ça la question. C'est une boutique. C'est une boutique. Il a besoin de faire son style. Donc, moi je n'ai jamais voulu produire de cette façon-là et j'ai considéré qu'il fallait avoir d'autres moyens de subsistance. Et c'est pour ça que j'ai été très longtemps professeur à la ville de Paris. J'ai enseigné pour ne pas être conditionné à la vente de la peinture. Ce qui a fait que ma peinture a pu se développer suivant des directions qui étaient des nécessités intérieures, mais elles n'avaient pas de nécessité de marché. Nécessité intérieure. Voilà, de nécessité intérieure. Ce que vous ressentez au profond moi, de quand je ne vous-même. peins pas, au bout de 2 ou 3 jours, j'ai l'impression de ne plus avoir ma présence au monde, quoi. Je perds la raison de vivre, quoi. Je perds la raison d'exister. Alors, quand on ne peint pas, on dessine, et quand on ne dessine pas, on fait de l'aquarelle, on fait du pastel, et même quelquefois, on peut s'évader autrement, quoi. On peut même dessiner sur un ordinateur, hein, pourquoi pas. Bien sûr. C'est-à-dire que dessiner, c'est un geste, c'est une mécanique qui rassemble l'ensemble de la personne, et c'est une aventure extraordinaire. Est-ce qu'on peut dire qu'un artiste peintre, il produit avant tout selon ses nécessités intérieures et pour lui-même, mais pas pour le public? Il produit quelque chose parce qu'il en a besoin, et je pense que ce besoin est de plus en plus impérieux, plus on s'éloigne des périodes de certitude, c'est-à-dire des périodes d'apprentissage. Il faut bien comprendre qu'à tous les moments de sa vie, on n'est pas le même. On évolue, on change. Et il y a bien un moment où il ne faut surtout pas renoncer aux apprentissages et à l'initiation. Ça, c'est quelque chose de très important et on en reparlera certainement en ce qui concerne la Chine, qui est probablement un des derniers pays au monde où on apprend d'une meilleure façon l'apprentissage du regard et de la réalité. Et la pratique du dessin est à tous les niveaux de la société chinoise extrêmement encouragée encore. Et ça, c'est un grand espoir pour moi et pour l'avenir, en dehors du fait que la Chine est le grand pays de la peinture. Hein. C'est pour ça que dès que je suis arrivé en Chine, j'ai été enthousiasmé, fasciné par ce pays, par son évolution économique, par ce miracle économique bien entendu, mais surtout par toute la tradition intimement chinoise de la peinture. Et à tous les niveaux de la société chinoise, j'ai senti que cette tradition faisait partie du ciment culturel de la Chine. Alors pour un peintre, arriver en Chine, c'est fabuleux, hein, parce qu'ici, nous, on est considérés comme en marge de la société, on est considérés comme des artistes, entre guillemets, c'est-à-dire ceux qui ne travaillent pas, ceux qui font autre chose, des poètes peut-être, dans le meilleur des cas, mais en tout cas, pas des producteurs de choses véritablement réelles. Tandis qu'en Chine, dès qu'on arrive en Chine, on se rend compte que la Chine aime la peinture, respecte la peinture, et un peintre est respecté d'abord parce qu'il s'est engagé dans cette voie de créer, je dis bien créer, de faire des choses sur des surfaces à 2 dimensions, de la calligraphie à la peinture de paysage, de l'évocation et de la poésie. Et cette poésie dans les mains d'un peintre chinois, c'est quelque chose qui, pour la société chinoise, reste éminemment spirituel. C'est-à-dire que le peintre en Chine est presque un prêtre, un passeur des secrets de la nature, un passeur des mystères. Et ça, c'est formidable. Et donc,
C'est pour ça que je suis allé en Chine, que je vais très souvent en Chine, que j'ai développé beaucoup de relations avec les peintres chinois, et que globalement, pour moi, c'est le pays de la Renaissance, quoi. Ouais, c'est un pays qui vous inspire en tant qu'artiste peintre. C'est un pays qui m'inspire. C'est vrai que j'ai organisé plusieurs voyages avec des amis et Thierry en Chine, un à Wenzhou, un dans le sud vers Kunming et un autre aussi dans le Sichuan et à Suzhou. Ouais. Et à Suzhou, d'ailleurs, j'ai une exposition en ce moment qui commence, enfin qui va commencer. Voilà, donc j'aime beaucoup la Chine, j'aime beaucoup l'esprit chinois. Et la première rencontre s'est faite à Pékin, pendant la Biennale de Pékin, organisée par l'Association des artistes chinois. L'Association des artistes chinois est une grande structure avec laquelle j'ai conservé des liens d'amitié très profonds. Et donc cette Biennale de Pékin, à laquelle je participe à peu près régulièrement, a été pour moi l'évidence que la Chine était le seul endroit au monde où les artistes conservent leur rôle structurant entre la création, les politiques culturelles et les enseignements artistiques. Ce sont toujours les artistes qui dirigent, si on peut dire, avec leur sensibilité, avec leur œil, avec leur apprentissage, les liens entre ces trois axes des politiques culturelles. Donc ça, c'est essentiel. La création de chacun des artistes est essentielle. Les relations avec les politiques, avec le ministère de la Culture, les mairies, les maires, enfin les provinces, etc. Ce sont toujours des artistes qu'on vous présente, qui sont les conseillers, les proches, qui dirigent les politiques culturelles et qui donnent leur avis. Et ensuite, les enseignements, bien entendu, les grandes écoles des beaux-arts, les écoles des beaux-arts de province, les musées de province, enfin, ils dirigent même les musées. Donc, Wu Wanshang est à la tête actuellement du Musée national de peinture de Chine, et c'est une très bonne chose. Un grand sculpteur, un garçon très sympathique, un homme très sympathique que j'aime beaucoup. Et voilà, donc c'est ça la Chine. Et ça, c'est très important. Ici, mais ça, c'est l'évolution de 100 ans, si on peut dire, du monde occidental, où les artistes ont été mis à une place décalée par rapport à la vie de la société. Et aujourd'hui, l'Occident a mis en avant, comme valorisation de l'art, le marché spéculatif ou même le marché en général. Et donc, ici, le politique, le gouvernement, même les enseignements artistiques, suivent le marché. C'est quelque chose qui globalement est une mauvaise structuration de l'art. C'est tout ce qu'on peut dire. Et que c'est une mauvaise structuration, c'est pas parce que Jeff Koons vaut un certain prix en dollars qu'il est à même de former le goût des politiques et des futurs élèves de sculpture. C'est pas la bonne formulation, c'est pas le bon axe. Hein. C'est pas parce que Jeff Koons existe, est un artiste qui a son œuvre, mais c'est pas pour ça qu'il doit former les futurs étudiants, les futurs élèves en peinture ou en sculpture, ou indiquer aux politiques ce qu'ils doivent faire. Il faut que les artistes, dans leur totalité, avec leurs expériences individuelles et collectives, reprennent en main les décisions qui les concernent. Voilà mon avis, et je trouve qu'en Chine, c'est toujours le cas, et c'est pour ça que je suis très proche et enthousiaste dans mes relations avec le monde culturel chinois et le monde de la peinture chinois. Je vois que la Chine vous inspire profondément et vous aimez profondément la Chine. Mais est-ce que cette exposition de peinture à Pékin, pour la préparer, vous avez procédé à une sélection en fonction, par exemple, du niveau de compréhension du public chinois que vous commencez à bien comprendre?
le public chinois, ça, à mon avis, je dirais qu'on ne peut pas le définir comme ça, comme on ne pourrait pas définir le public français, on ne pourrait pas définir un grand nombre comme ça d'une façon indifférenciée. Il y a des quantités de publics chinois. Il y a des publics chinois de grands amateurs de peinture, il y a des publics chinois qui connaissent très bien la peinture occidentale, il y a des publics chinois qui connaissent très bien la peinture chinoise, et à tous les niveaux de la société chinoise, il y a différentes formes de public. Donc, je ne pourrais pas dire que j'ai choisi des peintures en fonction d'un public chinois. Mimi Ding a essayé de faire un choix qui soit le plus... qu'elle aime bien. Ah, c'est elle qui a choisi, c'est pas vous. Plutôt, ouais. Voilà. Elle a plutôt choisi les œuvres exposées ensemble et elle a fait, j'ai vu les photos, un très bel accrochage. Un très bel accrochage et qui m'a tout à fait séduit parce qu'elle a su ménager des espaces vides, faire des rapprochements entre les peintures et faire ce qu'on appelle un très bel accrochage. Parce qu'elle a une très jolie galerie, bien placée au centre du 798. Et elle a un vrai goût pour les accrochages, et ça, elle l'a très bien réalisé. Ça, j'ai même vu les photos et la réalisation, donc c'est très rassurant. Je me tourne vers Thierry Liot. Alors vous vous occupez en tant que commissaire d'exposition, en fait, de l'exposition de peinture de Rémi Aron en France et en Chine. Est-ce que je me trompe? En France en particulier. En France en particulier, hein. Oui, et pourquoi? En Chine, on travaille avec de différents partenaires. Donc il y aura une prochaine exposition qui va avoir lieu, c'est ça, à la Galerie Francis Barlier. Est-ce que vous avez commencé à procéder à la sélection de ces œuvres? Et selon quels critères? Alors, cette exposition présentera surtout le dernier travail de l'artiste. Ah, le dernier travail. Quel est son dernier travail? Alors, pour l'instant, je ne sais pas encore. Donc j'attendrai d'abord la proposition de l'artiste et on va sélection ensemble. Ouais, mais je pense que Rémi Aron a déjà exposé plusieurs fois en Chine, n'est-ce pas? J'ai fait déjà dans cette galerie Francis Barlier depuis 30 ans 3 expositions. 3 expositions, et ça sera donc la 4e. Et je remarquais qu'à chaque fois que j'ai exposé chez Francis, c'était à chaque fois des tournants dans mon travail un peu différents. Donc c'est cohérent. Donc c'est parfaitement cohérent. Donc c'est parfaitement cohérent, parce que j'ai toujours mené, si vous voulez, un travail en parallèle, le travail de composition, le travail donc d'atelier, et le travail d'après nature. J'ai beaucoup travaillé d'après nature et j'ai continué pendant toute ma vie à avoir des périodes de regard sur la nature. Et cette allée et venue entre l'atelier, la composition et la nature m'a permis simplement, je pourrais dire, de dégager certains axes dans mon travail. Donc l'axe premier, c'est celui du format, c'est-à-dire des limites du rectangle qui est, comme le disait mon maître Plein, le secret de notre art. C'est-à-dire que par les limites du format se trouvent les proportions, les dimensions, les volumes. Et puis, le regard sur la nature engage à ce qu'on pourrait appeler l'échelle du réel, la profondeur, l'épaisseur. C'est-à-dire que le regard de l'artiste est un regard, j'aime pas le terme 3 dimensions, je dis c'est un regard en profondeur. Cézanne disait peigner en profondeur. C'est-à-dire, c'est difficile à comprendre pour quelqu'un qui n'est pas peintre, mais il faut que le tableau respire dans sa profondeur, dans son espace. Et donc jouer avec cet espace, c'est quelque chose de fondamental. Voilà, ce sont les 2 axes que je peux dire, parce que le format, si on parle de peinture exclusivement, ça peut aller jusqu'au monochrome. Il faut intégrer dans toute son histoire aussi bien les œuvres des suprématistes,
les œuvres de Malevich, hein, qui font partie intégrante de notre imaginaire contemporain. Tout ce qui s'est passé avant la guerre de 14, les cubistes, les futuristes, les fauves, tous les grands mouvements qui ont été des grands mouvements de peinture, de réflexion sur la peinture, se sont globalement passés avant la guerre de 14. Donc ça fait 100 ans. Depuis 100 ans, on tourne autour de ces problèmes-là jusqu'à l'abstraction, et l'abstraction est un très grand mouvement de la peinture, mais qui va jusqu'à Estève, jusqu'à Bazaine, jusqu'à la grande abstraction lyrique française et américaine d'ailleurs, parce que les Américains ont fait des choses formidables dans ce sens. Mais il faut intégrer tout ça, parce que tout ça, c'est aussi notre histoire. Hein. On ne peut pas... mais il faut garder le regard sur la nature. Parce que le regard sur la nature, c'est le spectacle qu'on a même ici, devant vous, quand on fait du modèle, quand on dessine dans les ateliers des modèles vivants. Moi, je me rappelle que plein nous disait pendant longtemps, regardez pas le modèle, regardez tout autour du modèle, pour comprendre la forme dans l'espace. Je vous dis ça, ça ne vous dira rien, mais comprendre la forme dans l'espace, c'est un des secrets essentiels du dessinateur. Parce que le photographe dessine, si on peut dire, une ombre chinoise. Le dessinateur dessine le volume dans l'espace. C'est tout à fait autre chose. Et comme les directions dans l'espace sont aussi autre chose. Donc, si vous voulez, ce que je vais montrer chez Barlier et par l'intermédiaire de Thierry, avec Thierry comme directeur et commissaire de cette galerie actuellement, c'est un aboutissement de ma recherche d'un certain ordre plastique, que je fais partir de n'importe quoi, d'une espèce de chaos intérieur. C'est-à-dire que je n'ai pas d'idée quand je peins. Quand je peins, je n'ai pas d'idée, je suis un peu comme un Chinois qui n'aurait pas médité longtemps là où il veut aller. C'est-à-dire qu'avec la peinture acrylique, parce que je commence maintenant souvent mes peintures avec de la peinture acrylique, je pars à l'aventure complètement. Je ne sais pas où je vais. Et je suis content de ne pas savoir du tout où je vais. C'est la seule chose qui me rassure. Mais il reste ces deux choses, c'est-à-dire qu'il reste le format, et puis cette sensation à un certain moment que l'ensemble de la toile prend une certaine respiration. Prend une certaine cohérence dans l'espace plastique, sans que ça représente quelque chose. Parce que vous savez, la chose la plus difficile pour un apprenti dessinateur, et on reste toujours un apprenti dessinateur, hein, ça c'est quelque chose de très important, c'est d'abord d'arriver à ne plus nommer les choses. Ça c'est la première des choses. Et je disais à mes élèves quand j'avais un atelier, la plus grande difficulté quand on dessine une femme nue ou un homme nu sur une table, c'est d'abord oublier que c'est un pied, que c'est des yeux, que c'est une tête, que c'est vous-même que vous représentez. Oubliez que c'est quelqu'un comme vous qui est nu sur une table. Il faut passer des tas d'étapes avant de voir la femme nue sur une table comme une bouteille, comme une chose qui n'a pas de forme, comme une chose qui n'a pas de nom. Et la première des choses, c'est que toute la peinture est d'abord une structuration abstraite. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à dessiner les choses qui n'ont pas de nom. Quand Cézanne s'est installé devant ce mur absurde de la Sainte-Victoire, il l'a dessiné comme un jeu plastique. Il l'a peint comme un jeu plastique. C'était un sujet absurde, hein, la Sainte-Victoire. Cette espèce de mur qui était l'absurdité du travail d'après nature. Il en a fait des chefs-d'œuvre magnifiques parce que justement, il a dépassé la représentation descriptive et littérale
d'une petite montagne à côté d'Aix-en-Provence, pour en faire un vrai sujet plastique. C'est pour ça que dans la peinture, on ne peut pas ignorer ni Rothko, ni Motherwell, ni les grands Américains. On ne peut pas ignorer toute la peinture contemporaine. Et donc, il y a une autre chose qui me tient vraiment à cœur, c'est d'abord de penser que la peinture, c'est une discipline qui a ses raisons, ses règles, son fonctionnement. Ce sont des surfaces, et on travaille avec des pinceaux et de la couleur. On peut même travailler avec les mains, hein, mais enfin, on anime des surfaces avec des pinceaux, de la peinture, ou même du noir et blanc, mais on anime une surface, et avec cette surface, on en fait des configurations poétiques, des configurations lumineuses, des configurations structurées qui excitent, qui doivent d'abord vous exciter vous-même, c'est la première des choses. Même si on est dans la plus profonde inquiétude et incertitude, quoi. Vous êtes dans une recherche perpétuelle, en fait, hein. Alors, moi, j'aimerais bien savoir comment avez-vous fait avec Thierry Liot pour promouvoir les échanges artistiques entre la France et la Chine en tant qu'artiste peintre, puisque en Chine, vous êtes considéré comme un messager des échanges culturels, sinon français. Alors, qu'est-ce que vous avez fait concrètement ? Là, Thierry a participé, depuis que nous nous sommes rencontrés, à de nombreuses expositions, à de nombreux séjours en Chine, comme je l'ai dit tout à l'heure. Thierry est un amateur intelligent et subtil qui permet d'avoir des conversations les plus proches de la réalité entre les artistes chinois et français. Il comprend l'esprit occidental, puisqu'il a beaucoup traduit, il a beaucoup réfléchi, il a beaucoup étudié en France. Et en même temps, comme ça, c'est une facilité entre nous de discussion, de collaboration, de colloque. J'ai regretté qu'il ne soit pas à Pékin parce que mon ami Yang Fei-Hung, le président de l'Académie, avait organisé un colloque tout à fait passionnant à l'Académie de recherche à Pékin avec des amis peintres, dont Sao Ge, lui-même, deux artistes de l'Académie de Florence, et puis on avait eu des discussions passionnantes. Malheureusement, Thierry n'a pas pu nous accompagner, ça aurait été un associé formidable. Mais voilà, on a organisé des colloques, il y a eu plusieurs colloques, il y a eu des colloques à Hangzhou, il y a eu des colloques ailleurs encore, et à Wenzhou. Et tout ça est vraiment passionnant, parce que les artistes chinois et je dis les artistes chinois, ceux que je connais, j'en ai cité deux, mais il y a Yang Peng, il y a Lin Zhouxi, il y a Sao Peiche, il y a des plus jeunes, tous ces gens, et Guo Juven par exemple, tous ces gens ont une solidarité entre eux absolument extraordinaire. Et ça, le monde occidental l'a perdu probablement. C'est-à-dire que les artistes en Chine sont vraiment solidaires dans leur recherche. Et ils ont tous entre eux une grande bienveillance. Je ne dis pas qu'il n'y ait pas des problèmes individuels entre les uns et les autres, mais globalement, tous les artistes que j'ai rencontrés se respectent tous, s'associent dans des colloques, parlent ensemble de l'avenir de la peinture, réfléchissent aux avantages, aux inconvénients, à la peinture occidentale, à la peinture, aux évolutions de la peinture chinoise. Ils réfléchissent tous. Et bon, c'est vrai que je ne parle pas chinois, donc je ne sais pas les détails de tout ça, mais je sens qu'entre eux, il y a toujours de grandes solidarités, de grands respects. Et malheureusement, et ça c'est l'évolution du monde occidental,
le monde occidental a fait perdre aux artistes. Et ça, je ne sais pas très bien pourquoi. Peut-être la difficulté économique, peut-être la solitude, peut-être l'évolution de l'art, mais les artistes ne sont plus solidaires, n'avancent plus collectivement et sont malheureusement en rivalité permanente, comme si l'égotisme, c'est-à-dire la valorisation extrême de l'ego à tous les niveaux, faisait perdre le but de là où nous sommes. Nous sommes là parce que nous aimons la peinture, parce qu'on adore les maîtres anciens. On parlait de Poussin, de Lorrain, de Corot, enfin tous les autres, de Rembrandt, enfin tous les autres qu'on adore, de Chitao, dont j'avais vu une exposition magnifique à Shanghai qui m'a complètement transporté, en dehors de ses écrits, hein. Ou Wang Lu, dont on a parlé encore il n'y a pas longtemps, oui, Wang Lu, qui est un peintre qui a fait des dessins au XVIIe siècle tout à fait proches de ceux de Cézanne, et avec des recherches très très proches. Et puis les plus récents, Wu Guangzhong et tous ceux qui ont... voilà, donc tous ces peintres sont des peintres qui sont passionnants, et on peut comprendre les relations, par exemple les natures mortes de Shibashi et les recherches de Matisse. On peut dire qu'il y a quelque chose de presque... des proximités, des affinités presque électives entre l'Occident et l'Orient. Je sens que Rémi Aron est l'un des... Oui, il est passionné et surtout il est l'un des artistes peintres français qui connaissent le mieux la peinture chinoise et le monde pictural chinois. Mais un mot pour conclure, où se trouvent, à votre avis, les opportunités pour les échanges entre artistes peintres français et artistes peintres chinois? Comment faire pour faire évoluer cet univers de façon, on va dire, saine? Écoutez, il y a quelques années, j'avais organisé une grande exposition sur les Champs-Élysées. J'avais trouvé un sponsor chinois, une grande exposition sur les Champs-Élysées qui a mis en présence une quinzaine d'artistes chinois, une quinzaine d'artistes français. Ensuite, elle est allée à Pékin, elle est allée à Shenzhen et à Chengdu. À Shenzhen et à Chongqing, pardon. Et à Chongqing. Voilà. Et c'était vraiment passionnant, ça a été vraiment passionnant. Il faudra continuer ce genre d'échange et nous avons l'intention avec Thierry de poursuivre dans ce sens, de poursuivre les expositions, les colloques et même le travail d'après nature ou le travail ensemble, dans un atelier sur un thème, pour rassembler les gens et leur montrer que en Chine et en France, il y a bien sûr toute la tradition de la peinture chinoise, mais il y a aussi toute la tradition de la peinture occidentale. Les artistes ont besoin d'être des gens, comment pourrait-on dire, mais par passion cultivés, mais cultivés dans la pratique. Hein, dans la pratique, même si, comme j'ai envoyé à Thierry un petit mot l'autre jour pour définir un peu le nouveau travail que je vais présenter chez Barlier, je vais proposer une paraphrase d'une phrase très bien connue du grand académicien et homme politique français Édouard Herriot, pour lui dire « Je pense que la tradition en art, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Mais il faut avoir tout oublié, mais il faut avoir tout su et tout aimé, peut-être. » Alors maintenant, Thierry, un mot pour conclure. Je pense que Monsieur le Président a soulevé les grands axes d'opportunités d'échange entre la France et la Chine. D'ailleurs, on est en train d'imaginer une grande exposition en ligne, hein, période de Covid oblige. C'est ça. Et d'autre part, en tant que galerie aussi, on vient d'ouvrir une boutique sur Artron, la plus grande plateforme d'art, pour au moins montrer le travail des artistes français et aussi, dans l'autre sens, montrer le travail des artistes chinois dans la galerie à Paris. Pourquoi pas? Bien sûr, il faut toujours continuer, il faut persévérer.
c'est une grande joie. Et je dirais que les relations avec la Chine, c'est un espoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, et que ce Covid a montré une chose, en tout cas, c'est que le monde pouvait s'arrêter en 8 jours, se mettre le petit doigt sur la couture du pantalon. Ça voulait dire deux choses. Ça ne s'était jamais produit depuis les temps bibliques, depuis le déluge. Hein. Mais ça veut dire une chose, que le monde est solidaire. Que le monde est solidaire. Au moins lié, Et qui lié. appelle à la solidarité. Non. Le monde est solidaire, obligatoirement solidaire. Et que cette solidarité doit se transformer en harmonie et en paix.